Il y a quelques jours, Alexander Zverev regrettait que les médias se projettent un petit peu trop sur une finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Ça tombe bien, parce que l'Allemand, il pourrait être l'un des joueurs qui empêcherait ce dénouement ce dimanche, sachant qu'il va affronter l'Espagnol en quart de finale à l'US Open. Mais passer de la parole aux actes, je pense qu'il y a un monde, d'autant plus qu'il doit être bien lessivé après son énorme combat contre Yannick Sinner. Je t'en dis pas plus, on se retrouve après le jingle. Tenant du titre à l'US Open, Carlos Alcaraz connaît vraiment une superbe saison 2023, même s'il va perdre cette première place mondiale à l'issue du Grand Chelem new-yorkais. Cette saison, c'est 57 victoires pour 6 défaites, dont 20 victoires pour seulement 3 défaites sur dur. C'est assez impressionnant, d'autant plus que 2 de ces dernières défaites sur dur ont été faites il y a quelques semaines contre Tommy Paul au Canada et contre Novak Djokovic à Cincinnati. Il comptabilise 6 titres cette saison, dont un Grand Chelem à Wimbledon et 2 Masters 1000 à Indian Wells et Madrid. La stat qui est totalement folle à l'US Open, c'est qu'il n'a jamais perdu le moindre match, parce que certes il a une défaite, mais c'était un abandon contre Félix Auger-Aliassime en 2021. Depuis, c'est irréprochable, sachant qu'après son gros parcours en 2021, en 2022 il s'impose là-bas, ce qu'il a réussi à corriger par rapport aux saisons précédente dans le Grand Chelem new-yorkais, c'est vraiment d'avoir des victoires beaucoup plus expéditives. Parce que avant 2022, il avait remporté seulement 3 matchs, 3-7-0. Il perdait beaucoup d'énergie avec des 4-7 et notamment des 5-7 comme c'était le cas sur sa seconde semaine il y a un an. Et là en 2023, il rajoute 2 matchs supplémentaires où il s'est imposé 3-7 à rien parce que son parcours pour se hisser en quart de finale, c'était l'abandon de Kopfer, Harris, Evans au 3e tour et en 8e de finale Arnaldi. Il a passé 8h41 sur les courts et a concédé un seul set, c'était contre le Britannique au 3e tour. Et franchement, je suis bluffé par la capacité d'adaptation de Carlos Alcaraz qui pour le moment ne semble pas souffrir de la défense de son titre. C'était ma principale interrogation. Après le tirage au sort, il a fait une première semaine irréprochable. Il y a eu cet abandon contre Kopfer qui ne l'a pas du tout gêné, 6-2. Puis Lloyd Harris qui peine à retrouver des couleurs même s'il y a une petite période de déconcentration dans le 3e set. Et le match le plus important pour le moment qu'il ait disputé, c'était contre Dan Evans, un match super plaisant entre les deux joueurs. On sait le Britannique, il a pas une énorme puissance du fond du court. Lui, il fait plus parler son slice, ses variations, ses montées au filet, et il a réussi quand même en s'adaptant tactiquement à poser des problèmes à son adversaire, à prendre un set, et on a eu un match vachement enthousiasmant, une partition en 4-7 où Carlos Alcaraz a su répondre à ce que proposait Dan Evans. Lui aussi s'est montré ultra agressif et monté au filet, très créatif avec l'amorti de cette palette dont il dispose, et franchement c'était un match super plaisant à voir. Et au 8e de finale, il a joué contre Arnaldi, la pépite italienne qu'on n'avait pas forcément sous les radars. Il s'impose plutôt facilement, 6-3, 6-4, 6-4. Et l'attraction principale de ce match, ça a été son bandage qu'il avait sur la jambe gauche, où il a dit en conférence de presse qu'il avait ressenti quelques douleurs, mais que pour lui, il n'y avait rien de grave, d'où le fait qu'il se soit strappé. Et contre Arnaldi, qui est un excellent contreur, mais qui a un petit déficit de puissance du fond du court, Carlos Alcaraz s'est facilement imposé en 3-7, même si l'Italien a montré quand même de belles choses, mais là c'était insuffisant par rapport au niveau de jeu affiché par l'Espagnol, qui est pour le moment exemplaire. Comme je te le disais, il faudra surveiller ce physique, également voir s'il arrive à s'économiser dans ce genre de match pour garder de l'énergie pour les derniers tours, et notamment la finale. Ce qu'on peut retenir de cette semaine au niveau de ses statistiques, c'est qu'il a été très solide au service, 65% de première balle, 76% de réussite derrière et 65% sur seconde balle. Il a été breaké seulement 4 fois et on a vu un Alcaraz très agressif qui n'hésite pas à se ruer au filet, 72% de réussite dans ce compartiment de jeu-là avec 156 points joués au filet. Par contre, on notera un manque de réalisme où c'est seulement 38% de break convertis. Avant de passer à Alexander Zverev, un mot du sponsor de cette vidéo, Royalties. Tu connais la bourse, tu investis dans des entreprises auxquelles tu crois en achetant des actions et en fonction des performances de ces dernières, tu vas plus ou moins améliorer ton rendement. Au Royalties, c'est exactement la même chose, sauf que tu n'investis pas dans des entreprises, mais dans des talents. Donc tu as plusieurs sports qui sont représentés, bien évidemment on va s'intéresser là au tennis, où tu as différents talents, comme Caro Garcia, Noskova, Daniil Medvedev, Hugo Gaston, Corentin Moutet et bien d'autres. Je t'invite à aller voir tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en fonction des performances de ce joueur, et également de ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, s'il fait le buzz ou non, il y a un algorithme qui te calcule tout ça, tu vas avoir des retombées par rapport au succès de ces joueurs, tu vas les suivre dans leurs aventures, tu vas investir sur des talents auxquels tu crois en achetant un ROI, ce qui est l'équivalent d'une action. En moyenne, le ROI de démarrage est à 2 €, mais ça va dépendre par rapport un petit peu à la popularité des talents. Et si ces joueurs, ils arrivent à performer, chaque mois, tu vas avoir
des plus-values sur ton investissement initial et c'est vachement intéressant parce que ça change l'investissement en bourse traditionnel. Là, tu as envie de t'embarquer dans une aventure avec un joueur, c'est l'occasion idéal pour avoir des retombées directes par rapport à ses résultats. Et bien évidemment, tu peux diversifier ton portefeuille en investissant sur d'autres sports que tu maîtrises. Je te mets un lien d'affiliation. Tu t'inscris, tu fais ta première transaction et ça va te donner accès à un bonus. Donc, c'est soit un talent, soit une somme en euros, soit un cadeau comme des AirPods. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et un grand merci à Royalties de soutenir la chaîne. Et bien évidemment, tout investissement doit être des investissements réfléchis. N'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Concernant l'Allemand, c'est vraiment la saison du comeback. On sait que Alexander Zverev s'était gravement blessé à la cheville à Roland-Garros 2022 où il donnait vraiment le change contre Rafael Nadal. Et là, il signait son grand retour en 2023. Tout n'a pas été rose. Ça a été compliqué au début vraiment de se remettre dedans. Par contre, là sur ce second semestre où il n'a aucun point à défendre, on retrouve vraiment un très bon Alexander Zverev. Je me rappelle fin 2022 quand je l'avais pronostiqué vainqueur de l'US Open et qu'il finirait à la 2e place mondiale. Bon, je m'étais un peu enflammé, mais là quoi qu'il arrive, il fait un excellent second semestre. Au pire, il sera 10e ce lundi et surtout il a ses chances pour aller jouer le Masters, sachant qu'actuellement il est 8e à la race. En 2023, c'est 40 victoires pour 19 défaites, donc 16 victoires pour 10 défaites sur dur, un titre à Hambourg et une demi-finale à Roland-Garros. Et on peut dire que le Grand Chelem new-yorkais lui réussit, sachant que sur ses dernières participations, à chaque fois il est au moins allé en quart de finale. Là c'est son 3e quart consécutif. Il reste sur une finale en 2020 et une demi-finale en 2021. Au niveau de son parcours, pas évident. Vukic d'entrée, qui était un petit peu le tube de cet été. Altmaier, Dimitrov et Sinner. Il a concédé 4 sets, 1 contre Altmaier, 1 contre Dimitrov et 2 contre Yannick Sinner. Après s'être défait de Vukic au premier tour plutôt facilement, il a dû battre son compatriote en 4 sets Altmaier, puis Dimitrov, le Bulgare qui a fait un excellent premier set et qui a continué sur cette lancée. Dans la seconde manche, il a eu 2 balles pour mener 2 sets à rien, puis il va s'écrouler physiquement où c'est vraiment l'Allemand qui va prendre le dessus sur son adversaire. Et une victoire mémorable en 5-7 contre Yannick Sinner dans des conditions extrêmes, un match de 4h40 qui fait 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3, ça a été exigeant. Physiquement, on savait que c'était assez incertain comme affiche et encore un grand bravo à Alex qui avait le bon pronostic mais également le bon nombre de sets. On a eu un match décousu comme on pouvait s'y attendre avec des joueurs qui ont eu des hauts et des bas, encore plus dans ces conditions très compliquées d'un point de vue climatique où ça a été joué sous le toit, où les deux joueurs, coup sur coup, ont eu du mal notamment à tenir sur leurs jambes avec des crampes côté Yannick Sinner, mais c'est vraiment Alexander Zverev qui a pris le dessus. Il prend ce premier set, l'Italien va prendre le deuxième et il va mener 2-1, il va se procurer 3 balles de break sur le service de son adversaire, il ne va pas les faire, il va perdre tous les jeux qui vont suivre dans ce set, il va se retrouver mené 6-4, 3-6, 6-2, il va réussir un petit peu à la grinta à prendre le 4e set parce qu'on a vu vraiment l'Italien dans le dur physiquement, mais il va arriver à repousser ses limites. On sait que c'est souvent l'un de ses points noirs, le physique, où il a notamment été beaucoup blessé en 2022 et là il a réussi à s'améliorer sur cette saison 2023, notamment en perçant son plafond de verre avec ce titre en Masters 1000 à Toronto. Et là dans le 5e set, on sait que ça allait se jouer à celui qui allait se montrer le plus offensif, ne pas rester passif, aller chercher cette victoire, et c'est exactement ce qu'a fait Alexander Zverev, ce qui est assez surprenant, parce que Yannick Sinner, globalement, lui, dans le 5e set, il axait le jeu sur le coup droit de son adversaire, mais c'est lui qui s'est montré beaucoup trop passif. On sait que c'est un petit peu le penchant de l'Allemand d'être trop passif dans son compartiment coup droit, mais là, on a vraiment vu Alexander Zverev qui a voulu aller chercher les points, cette victoire, ne pas hésiter également à monter au filet. Ça fait 14 coups gagnants pour l'Allemand dans cette 5e manche, 10 points remportés au filet sur 11 montées, donc on sent vraiment que Zverev là il est sorti un petit peu de sa zone de confort et qu'il s'est dit si je veux gagner ce match, c'est à moi de bousculer mon adversaire. Là où Yannick Sinner, qui pourtant a eu des occasions à plusieurs reprises, il a mené 0,30 sur le service de son adversaire pour avoir des opportunités de débreaker, il a même eu une balle de débreak dans cette 5e manche, mais il n'a pas su la faire, il est resté dans un schéma de jeu un petit peu trop conservateur et il peut s'en vouloir par rapport à ça, même s'il avait du mal physiquement tout comme son adversaire, mais c'est vraiment Alexander Zverev qui est allé chercher cette victoire et logiquement c'est lui qui a remporté ce match en 5-7. Au niveau des statistiques que l'on peut retenir du côté d'Alexander Zverev, on voit qu'il a été très stable au service avec 69% de première balle, 74% de réussite derrière. C'est très très costaud parce que 7 fois sur 10 il passe une première balle et un peu plus de 7 fois sur 10 il est assuré de faire le point. Sur sa seconde balle on sait que c'est sa faiblesse principale. 54% de points remportés, 192 montées au filet pour une réussite à 61%. Au niveau des confrontations, il y a 3-2 pour Zverev, 2 victoires de l'Allemand avant 2022 à Acapulco et à Vienne, une victoire référence à Roland Garros 2022 contre Carlos Alcaraz, mais par contre 2 défaites à Madrid assez sèches contre l'Espagnol, sachant qu'il n'aura pris que 7 jeux, dont une cette année en 2023.
Au fait, tu nous connais pas, nous c'est GameStantall qui on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner parce que nous on a une couverture complète du dernier grand chelem de l'année à l'US Open. Donc c'est le moment ou jamais pour t'accrocher au wagon GameStantall. Tu cliques sur la petite cloche et comme ça t'es notifié dès que nous sortons une nouvelle pastille vidéo. On arrive à la partie la plus intéressante, les clés tactiques. Moi, pour préparer cette vidéo, ce que j'ai voulu faire, c'est comprendre cette rivalité. Ok, l'Allemand mène 3-2. Il y a 2 victoires de Sacha qu'on ne peut pas vraiment comptabiliser parce que Carlos Alcaraz était trop jeune, donc c'est pas un véritable indicateur. C'était en 2021, donc ça fait 2-1 pour Carlos Alcaraz, 2 victoires à Madrid, une victoire référence de l'Allemand à Roland-Garros 2022. Donc qu'est-ce qu'a su faire Alexander Zverev à Roland-Garros pour déstabiliser Carlos Alcaraz? Déjà faire une grande performance au service où il a passé quand même 71% de première balle et limité son nombre de doubles fautes dans ce face-à-face et dans cette confrontation porte d'Auteuil. Il en avait fait seulement 6 avec 58% de points gagnés sur seconde balle, donc il a été très très bon au service. Et après du fond du court, qu'est-ce qu'il peut faire pour gêner Carlos Alcaraz? Déjà, son argument fort, c'est son côté revers où il arrive avec ce revers croisé à trouver énormément de profondeur, frapper à plat et ça met en difficulté Carlos Alcaraz parce que il n'arrive pas à avoir une balle courte, contrairement quand il joue Stefanos Tsitsipas sur son côté revers où il a le temps de décaler pour frapper avec son côté coup droit. Là, Carlos Alcaraz, il est en permanence presque à faire des revers en bout de course dans cette diagonale là où Alexander Zverev arrive à frapper fort, frapper long, frapper profond et ça fait mal à Carlos Alcaraz qui va faire un certain nombre d'erreurs, qui lui aussi peut-être va faire une balle courte et derrière l'Allemand peut rediriger et attaquer le long de ligne sur son côté coup droit où on sait qu'une petite faiblesse de l'Espagnol c'est son coup droit en bout de course où il commet pas mal d'erreurs comme ça a été le cas encore cette année contre Novak Djokovic à Roland-Garros, sachant que dans l'affrontement contre Alexander Zverev il en avait quand même commis 19 fautes directes côté coup droit en bout de course et côté revers il en avait fait 23. Donc on a eu vraiment un Allemand qui avait fait un schéma de jeu clair à frapper fort dans cette diagonale revers, ensuite attaquer longue ligne et avoir un Carlos Alcaraz qui allait faire la faute avec son coup droit en bout de course et également un Allemand qui a su dominer la filière courte, sachant que dans les échanges entre 0 et 4 frappes, il y avait 44 points remportés pour Alexander Zverev contre 22 seulement pour Carlos Alcaraz et c'était l'Espagnol qui avait dominé la filière longue à Roland-Garros 2022. Maintenant, si on revient à cette année à Madrid où Carlos Alcaraz avait totalement écrasé son adversaire, qu'est-ce qui s'est passé? La différence principale, c'est le jour qu'a eu Zverev au niveau de son coup droit où ça n'a pas été un très très bon jour. Il a commis énormément de fautes dans ce compartiment du jeu là, 11 fautes directes contre Carlos Alcaraz et l'Espagnol en a profité dès son service, il arrivait à cibler le coup droit de son adversaire et ensuite en 2-3 coups de raquette, il jouait sur le coup droit de l'Allemand qui est beaucoup trop passif où il arrivait à se procurer des balles courtes et c'est lui qui dictait l'échange. On notera également la piètre qualité au service de Sacha Zverev dans ce match à Madrid, 67% de première balle avec 40% de points remportés sur seconde balle, ce qui est bien insuffisant. Alors tu vas me dire, ok cons, ça c'est très bien, c'est 2 affrontements qui ont lieu sur terre battue, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer? Justement, on va pouvoir mettre en avant des clés tactiques. On constate que Alexander Zverev, s'il veut battre Carlos Alcaraz, il va devoir être irréprochable sur cette diagonale revers, à frapper fort, profond, pour justement priver de temps son adversaire, lui priver également de terrain pour ensuite l'attaquer sur son côté coup droit, ce qui fait que Alcaraz va être déporté et va devoir frapper un coup droit en bout de course, que l'Allemand doit faire une performance XXL au service, passer au moins 70% de première balle, sécuriser sa seconde balle, c'est-à-dire gommer ses doubles fautes et avoir un petit peu plus de 55% de réussite sur sa seconde balle. Et surtout, le baromètre, c'est son coup droit. On le sait, Alexander Zverev est friable côté coup droit parce qu'il est beaucoup trop passif dans ce compartiment de jeu-là, ce qu'il n'a pas du tout fait contre Yannick Sinner dans le 5e set. Donc là, il va devoir se montrer agressif et avoir un coup stable où il va limiter son nombre de fautes directes. À l'inverse, qu'est-ce que va devoir faire Carlos Alcaraz? Lui, justement, il va devoir fuir cette diagonale côté revers et aller sur le coup droit de son adversaire. Parce que c'est là que l'Allemand va pouvoir soit faire des fautes, soit donner une balle courte que Carlos Alcaraz va s'engouffrer dedans et attaquer avec son coup droit. Et comment ne pas parler du facteur physique? Zverev qui a joué plus de 14 heures, il sera forcément émoussé, même s'il y a un point d'interrogation par rapport au bandage de Carlos Alcaraz. Mais donc, à Carlos Alcaraz d'utiliser ça, de déplacer son adversaire de l'arrière vers l'avant, notamment avec ses amortis sur les côtés, pour fatiguer d'autant plus l'Allemand, ce qui derrière va peser sur ses jambes au service, et également dans les moments chauds, notamment côté coup droit, peut-être le faire aller un petit peu plus à la faute. Cela étant dit, quel est mon pronostic? Je vois une victoire de Carlos Alcaraz par rapport à tout ce que j'ai évoqué, cette fraîcheur qu'il a, même s'il y a cette incertitude par rapport à ce bandage à la jambe gauche. Et je pense que Zverev va craquer physiquement
dans ce match. On sait que l'Espagnol va pouvoir exploiter ça, d'autant plus avec ses lacunes. Côté coup droit, je vois une victoire de l'Espagnol en 3 ou 4-7. En tout cas, nous on se retrouve ce mardi à 18h pour revenir sur l'intégralité des quarts de finale à l'US Open. D'ici là, porte bien. Ciao ciao tout le monde.